ici Dorine, Et Cyril, des investisseurs sereins. après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Comment investir en immobilier en France quand on est expatrié avec Frédéric? Hello les investisseurs sereins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'accueille Frédéric de Imo pour Expat. Alors, j'ai découvert déjà qu'il était super sympathique. Il avait fait de l'immobilier de façon, on va dire, sérieuse et on va dire, comment dire, conséquente. Donc, je me suis dit super intéressant. Il va intervenir. En plus, j'ai très souvent des personnes qui sont expatriées et qui me contactent en message sur Instagram. Oui, mais comment est-ce que je fais? Moi, je suis expat, je peux pas suivre tes conseils, Dorine. Et ben justement, cet épisode, il est fait pour vous, tous ceux qui m'ont posé cette question. On va donc discuter avec Frédéric que j'accueille aujourd'hui. Salut Frédéric, comment ça va? Ça va super bien. Je te remercie Dorine, pour l'invitation et pour pouvoir échanger, immobilier. Donc, forcément une grande passion. Donc, ouais, je suis très, très content et tout va bien. Trop bien. Et ben, figure-toi que on a décidé ensemble, juste avant de commencer l'enregistrement, qu'on allait faire tout ton parcours et que si jamais on voulait aller encore plus dans le détail sur l'immobilier pour les expatriés, on refera un deuxième épisode pour aller encore plus dans le détail parce qu'on se dit qu'en 1 heure, on n'arrivera peut-être pas à tout faire. Donc, dans ce premier épisode, on va déjà raconter tout ton parcours pour qu'on apprenne à te connaître. Il s'avère que moi, je ne te connais pas encore beaucoup sur ton parcours. Donc, ça va être l'occasion pour moi. Donc, sache que tous les invités, ils commencent toujours par leur enfance. Où est-ce qu'ils sont nés? Comment étaient les parents? Et quel était l'état d'esprit, le mindset d'investisseur de tes parents ou de ta famille, où tu as grandi? OK, ouais, ça va être intéressant alors. Parce qu'il y avait pas de mindset investisseur dans ma famille. Peut-être dans beaucoup de familles françaises d'ailleurs, c'est le cas, même si ça a peut-être tendance à évoluer maintenant. Du coup, moi Frédéric Moreau, je suis né à Nantes, donc, ville de l'Ouest forcément. J'ai grandi, à moitié ville campagne, tu vois? En périphérie de Nantes. Donc enfant, j'ai envie de dire assez classique. Mais, mon père en fait, il était ouvrier, ma mère secrétaire et toujours tout s'est toujours très bien passé, tu vois? J'ai jamais eu de problème dans ma vie. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Donc voilà. Après, tout s'est bien passé finalement. Il y a eu deux trois petits éléments qui ont un peu marqué ma vie, mais pas sur le moment, mais c'est resté quand même gravé en moi et je pense que c'est ça qui a fait que j'ai commencé à investir notamment. C'est quand j'avais, 5-6 ans, tu vois? Je voulais faire du poney, de l'équitation, un truc tout bête et à l'époque, moi je m'en souviens, ma mère en tu sais, il y a des autrefois il y avait ces stands là où je sais pas, avec, des stands avec, plein d'activités pour les enfants. Bref et c'était une foire en fait, voilà exactement. Et on avait été se renseigner parce que j'ai fait du poney gratuitement justement, c'était une journée peut-être un peu découverte, je sais plus. Et ma mère m'a dit: «Bah non» et je m'en souviens, tu vois, quand tu as 6 et 7 ans, ma mère me dit: «Bon écoute Frédéric, on a demandé mais c'est trop cher». Et toi quand tu as 6-7 ans, tu vois, tu penses pas à l'argent, mais c'est vrai que ça m'a alors pour que je m'en souvienne, tu vois, aujourd'hui, j'ai 36 ans, c'est vrai que ça m'a vraiment marqué. Il y a eu ça et je dirais que je sais qu'à l'âge de, en fait, jusqu'à 15-16 ans, mon père, en fait, il était ouvrier et après, à un moment, avec d'autres ouvriers, ils ont racheté la société dans laquelle il était employé et finalement, il a fait faillite. Et là, c'était des moments assez douloureux dans ma famille parce que, une faillite, tu sais, quand tu mets tout ton cœur, toute ton âme et tout ton travail, c'est dur, quoi et puis de l'argent forcément, mais c'est très dur et je sais qu'il y a eu des moments où, voilà, c'était pas facile, même si, comme je le dis, j'ai jamais manqué de rien. Mais c'est des éléments, moi, qui m'ont marqué parce que mon père était pas du tout bien. Je m'en souviens, j'avais 15 ans, il me ramène une fois enfin, il m'amène au collège en Citroën Xara, je m'en souviens encore, bref et il me dit: «Écoute, Frédéric, là, ça va pas du tout, financièrement, va falloir, qu'on fasse attention et donc va falloir peut-être un peu baisser notre train de vie». Même si c'était pas un train de vie énorme, tu vois? Mais du coup, ça, c'est vrai que ça c'est 2 éléments, moi, qui m'ont marqué et qui, je pense, m'ont servi de moteur dans la vie, tu vois? Donc voilà. Après, comme je te disais, rien de spécial, hein et sur le moment, je l'ai pas mal vécu, OK? Oui, la faillite de la boîte de mon père, c'était pas top, mais des moments familiaux, comme beaucoup, tu vois? Où tout n'est pas rose dans la vie, c'est normal. Mais après donc lycée et qu'est-ce que je fais? Études de droit, donc à la fac de droit, parce que j'aimais bien débattre en fait, j'aimais bien, tout ce qui était un petit peu système juridique, enfin le système, tu vois? Le gouvernement, la politique, j'aimais aussi bien ça quand j'étais plus jeune. Donc je me suis dit: «Pourquoi pas?» Donc j'y vais
études de droit, je fais ma licence à Nantes et par la suite, bon, au bout d'un moment, j'en avais marre parce que tu vois, allez, j'avais quel âge? 20 ans, toujours chez les parents, parce que forcément la fac était à Nantes, mes parents habitaient à 20 minutes, en voiture de la fac ou un truc comme ça, mes parents, ils allaient pas te dire ils allaient pas me dire: «Ouais, tu prends un studio», quoi, enfin, c'était trop cher et puis ça vaut pas le coup. Du coup, voilà, je dis à mes parents, bon, je m'en souviens, j'avais fait un petit programme et j'avais tenté de les convaincre pour aller aux États-Unis et en fait, il s'avère qu'à l'université de Nantes, à un moment, il y avait des programmes d'échange et cetera et puis j'avais postulé. Mes parents, je leur dis et cetera et puis ils ont dit: «Bon, bah, OK, pourquoi pas» et tout et finalement, bah, je pars aux États-Unis. Donc ça, c'est un moment peut-être marquant dans ma vie parce que forcément, ça m'a aidé à progresser massivement en anglais. Parce qu'on connaît le niveau de l'école française en anglais, ou même des langues peut-être en général. Du coup, ça m'a beaucoup aidé et ça m'a aidé surtout pour après être avocat en droit des affaires dans des cabinets, prestigieux, tu vois? Parce que sinon, si tu parles pas anglais, tu peux pas être avocat dans des cabinets prestigieux parce que tout se fait enfin, la moitié des transactions se font en anglais. Enfin, voire même plus, hein. De nos jours, c'est dingue, hein, quand je te dis des transactions, c'est des énormes transactions, tu vois? C'est des fonds d'investissement, en private equity, real estate, enfin, c'est plein de trucs, donc voilà. Donc ça, donc États-Unis, bon voilà, donc là, c'est un peu la fête franchement, toi, je sais plus quel âge j'avais 21 ans ou un truc comme ça, bref. Donc c'est la fête, c'est trop génial. Retour en France et là, je veux toujours pas aller à Nantes parce que bon, je me dis, j'ai vu le soleil, j'étais en Californie, donc tu vois? C'est quand même pas mal. Donc je reviens et je dis à mes parents: «Bon, bah, ouais, j'ai postulé à la fac d'Aix-en-Provence». Donc voilà, je suis pris, bon, master, je vais là-bas. Hyper bien, le soleil, super ville et puis, bah, après, il faut que je fasse mon master 2 et je vais à Nancy. Je vais à Nancy parce qu'en fait, il fallait bien trouver un master. Franchement, j'avais pas des superbes notes, hein. J'étais un élève moyen, tu vois? Et c'était très bien. Et du coup, c'est là où je vais à Nancy et là, il fallait faire un stage de fin de master, tu vois? Et tout le monde me parle j'arrive, hein, moi je viens de l'ouest de la France, je connais rien, tu vois? Et tout le monde parle de Luxembourg. Bon, c'est quoi ce je savais que c'était un pays de l'Union européenne, mais je dis: «Mais c'était quoi, tout? OK». Donc je postule, j'y vais, forcément et je suis pris en stage. Et ils me disent: «Bah, écoute, Frédéric, on est intéressé pour te garder, patati patata». Je dis: «OK, bon, bah, très bien, moi ça me va». Donc premier job d'avocat, je dis: «OK». Donc je passe le barreau et cetera et je deviens avocat et je commence à bosser. Il faut savoir quand on bosse dans un cabinet d'avocat, donc quand je dis droit des affaires, en fait, c'est la finance, hein, grosso modo, c'est ça. C'est, je sais pas, entre 70, 80, 90 heures par semaine. C'est juste, la folie. En fait, tu échanges littéralement ton temps. Tu ton temps, tu fais que ça. Maintenant moi, vu que je venais de débuter, sincèrement, ça me dérangeait absolument pas et en fait, j'étais hyper heureux. C'était dingue, c'est parce que moi, j'apprenais et à partir du moment où j'apprends, je suis épanoui et donc en fait, pendant, 3 ans et demi, 4 ans, je bosse mais comme un fou. Je te jure, je bossais les week-ends, donc je bossais vraiment j'étais l'avocat dans le cabinet qui bossait le plus ou qui faisait enfin, il y avait, 150 avocats, tu vois? C'est pas une petite étude d'avocat. Celui qui bossait le plus ou parmi le top, je sais pas, top 5, top 10 donc voilà et au bout d'un moment, bon, je commence un peu à en avoir marre, ils le voient, ils me disent: «Bah, écoute, tu peux partir en détachement à Hong Kong, est-ce que ça t'intéresse?» Et puis à ce moment-là, je dis: «Bah, oui, à fond» et l'idée du détachement à la base, c'était pour un peu, bah, bosser moins, tu vois? Découvrir un peu vu que j'avais beaucoup bossé avant, c'était un peu pour baisser le pied et profiter. Donc j'arrive à Hong Kong, tout feu tout flamme et puis en fait, il s'avère que je bosse toujours autant, sauf que je vais dans une ville où je connais personne, comme ça m'est souvent arrivé, tu vois? Aix-en-Provence, je connaissais personne, États-Unis, je connaissais personne, Nancy, je connaissais personne, Luxembourg, je connaissais personne. Bon, peu importe. Donc j'y vais, sauf que là, les mêmes horaires, et là, je remets vraiment et un jour, je m'en souviens, hein, cette image-là. Tu sais, à Hong Kong, c'est une ville qui est incroyable. C'est, j'aime bien dire ça, je sais pas si ça te fait correct, mais c'est un peu le New York d'Asie. C'est-à-dire qu'il y a des gratte-ciel partout. C'est très, très concentré. C'est très la densité de population est énorme. C'est comme Manhattan, c'est très, très, tu vois, dense en population et en plus parce que en fait, on peut construire et en immobilier d'ailleurs, c'est hyper intéressant. Tu peux construire que sur 30 du territoire ou l'équivalent. 70 du territoire, c'est une réserve naturelle, c'est interdit de construire. Donc forcément, ça fait que l'offre et la demande, enfin la demande explose et l'offre n'est pas assez conséquente et c'est aussi pour ça qu'il y a des gratte-ciel, tu vois? Enfin et limite d'ailleurs, c'est l'une des villes avec l'immobilier le plus cher au monde, donc voilà. Donc je vais là-bas et je sors de mon bureau, donc je sais plus vers quelle heure, 22-23 heures. Et à un moment, je dis: «Non, mais il faut que ça s'arrête». J'avais plus du tout la même mentalité. Entre le début, parce que j'apprenais plus rien, je voyais que, ouais, j'étais moins épanoui et puis je me dis: «Il faut que je trouve une solution» et c'est ce soir-là où j'ai un déclic. Je me dis: «Il faut vraiment que ça s'arrête. Il
faut que je trouve une solution et d'un seul coup, je me pose plein de questions. Je me dis: «Mais en fait, je suis en train de bosser, c'est génial, mais derrière, j'ai pas de vie». J'avais pas de vie, tu vois? J'avais pas de copine, bon ça encore, voilà, c'est pas trop grave, mais c'était difficile quoi, tu vois? Quand tu bosses la enfin même quand je m'en souviens, j'avais des restos dans la semaine, je pouvais que prévenir au dernier moment si je disais oui sur le principe, mais je dis: «À tout moment, je peux annuler». Parce que parfois à 20 je sortais du boulot à 22:00-21:30, tu vois? Donc même plus. Donc et c'est cette incertitude qui moi à un moment m'a vraiment, chamboulé. Je me dis: «Il faut que ça s'arrête». Et mon idée première, en effet, c'était j'aime bien utiliser ce terme-là, c'était acquérir une certaine sécurité financière. Je sais qu'on parle beaucoup de liberté financière. C'est un mot, qui est devenu hyper courant, enfin un mot, une expression, on va dire. Mais moi, c'est vraiment la sécurité. À la base, je me dis: «OK, déjà en bossant à l'étranger, c'est plus complexe, tu vois? Au niveau des retraites, tu en as souvent, tu en as pas. Tu peux te faire licencier extrêmement facilement parce que c'est pas le droit social français, hein. Le droit du travail français, c'est très protecteur. Mais il y a principalement qu'en France où c'est comme ça. Donc tu avais des contrats, locaux? Tu avais un contrat local de Hong Kong? Ouais, j'avais un compte alors c'était un peu bizarre. J'avais un contrat en fait, vu que j'étais, avocat, en fait, j'étais pas salarié. Quand tu es avocat, tu es pas enfin, la plupart des avocats ne sont pas salariés, même si ça a un peu tendance à changer, j'étais indépendant. Donc en fait, j'avais pas vraiment de contrat, en fait. C'était un j'avais légalement, je prestais des services avec une fiche d'honoraires, mais que je ne produisais même pas. En fait, en théorie, ça pourrait être très facilement requalifié en contrat de travail en situation de salarié parce qu'il y a pour être salarié, il faut une subordination, il y avait une subordination qui est totale, il y avait des heures, si tu venais pas au bureau, tu étais licencié. Enfin licencié, on peut pas utiliser ce terme-là, mais la mission s'arrête. Donc en fait, ça s'apparente à un contrat de travail. Mais comme je te dis, j'avais pas vraiment de contrat de travail. Maintenant, je me suis déclaré à Hong Kong et cetera, j'ai eu ma carte. Enfin, de toute manière, tu peux pas rentrer dans le territoire. Enfin, je sais plus, j'ai fait les formalités. Enfin, mais j'avais pas le contrat de travail. Donc ça et donc c'est vraiment cette sécurité financière, problème éventuellement retraite et puis je me suis dit: «Il faut que je trouve aussi un complément de revenu» parce que moi, mon objectif à un moment, c'était de me dire: «OK, il y avait la retraite, ça c'est hyper important», mais c'était aussi de me dire, en fait, le problème, c'est que tu vois, quand tu vis à l'étranger, tu as des plus hauts revenus. En général, je dis bien quand on est français, tu vois, les pays, ça va être, je sais pas, Suisse, Luxembourg, Londres, Singapour, enfin, tu vois, c'est vraiment des pays où tu es mieux payé qu'en France. Dubaï, tu es très bien payé, enfin, les Émirats arabes unis, tu es très bien payé, beaucoup plus. Et le truc, c'est que je me disais, bah, en fait, si, un jour je veux revenir en France, même si c'était pas mon objectif, en fait, je vais forcément perdre en salaire. Enfin, c'est une évidence, tu vois? Et surtout que mon but, c'est pas de continuer à être avocat parce qu'en fait, tu as pas de vie. Enfin, littéralement, tu as aucune vie et donc je me dis: «OK, il faut que j'investisse». Peut-être que comme ça, je pourrais choper un job, un peu moins exigeant, mais j'aurais un complément de revenu tout simplement avec l'immobilier et puis tout le reste, tu vois? Pourquoi je me suis dit à un moment: «Pourquoi pas un pied à terre plus tard?» Enfin, c'est un mix de raisons, si tu veux. Et donc là, Hong Kong, je m'en souviens, c'était en 2016 et donc là, je commence à m'enseigner donc tu sais 2016, il y avait pas non plus 10 000 trucs, hein, sur l'immobilier. Tu vas sur internet, il y avait des trucs, mais il y avait pas beaucoup de choses. Donc je regarde forcément, tu vois, je fais un peu comme tout le monde, hein, je regarde des vidéos sur YouTube, il y en avait quand même quelques-unes, forcément. Je regarde un peu, en ligne, sur internet, tout bonnement, à part YouTube. Je regarde, j'achète 2-3 bouquins. Bon, franchement, d'ailleurs, dans l'immobilier, il y avait les bouquins, c'était vraiment pas terrible. Donc voilà, je potasse et puis après, je regarde beaucoup les annonces, tu vois? Et d'ailleurs, entre parenthèses, à un moment, avant ce déclic-là, enfin, j'ai le déclic, mais forcément, ça se décide pas en une soirée. Tu vois? J'ai comme je dis, le wake up call, tu vois, en anglais. Donc je me réveille, en fait. Je me dis: «Waouh, en fait, il faut que je trouve cette solution-là» et cetera. Mais j'en parle à des amis et il y a des amis, je m'en souviens encore, il y a notamment un ami, il me dit: «Non mais pourquoi tu fais pas un MBA? Toi, tu fais encore plus d'études». Je lui dis: «Non mais attends, déjà un MBA, tu sais que ça coûte, ça va dépendre, mais facilement dans les 70 000 € et moi, à l'époque, il faut savoir que, j'épargnais énormément. Je le fais déjà, hein, mais je le fais encore aujourd'hui, mais j'épargnais énormément. Donc j'avais un train de vie qui était très, très bas, volontairement. C'est-à-dire que j'avais un revenu, j'ai oublié dans les, entre 3 et 4 000 €. Après il a évolué forcément, plus vers les 5 000, mais au tout début, j'ai gagné 3 000 €. OK et je vivais dans une coloc, mais une coloc de merde. Quand je dis une coloc de merde, c'est-à-dire, c'est pas la coloc, où tu as envie d'y aller, quoi. C'est, l c'est un semblant de cuisine, tout est moche, tout est vieux, pas grand-chose marche, mais j'avais un loyer de, je sais plus, 450 €. Donc en fait, tu fais 3 000 moins 450, je suis tout seul, j'ai pas d'enfant, j'avais pas de voiture.
Moi, je faisais voilà. Du coup, je De toute mettais façon, quand on bosse 80 heures par semaine, tu as pas non plus le temps d'aller faire du mais oui, shopping et c'est tu as ça, même pas le temps d'aller au resto donc mais le c'est problème il est ça. réglé, quoi. C'est ça, c'est ça, ça et exactement. Donc en fait, je voilà, je faisais rien de mon argent, mais en fait, je me suis toujours dit et ça, je pense, c'est en lien, tu vois, avec ce que je t'ai dit précédemment. Je me suis toujours dit, mais tout le temps, hein, je trouverai une solution un jour ou un jour, je dépasserai ma situation et j'utilise le mot, mais c'est vrai, je deviendrai plus riche, je m'enrichirai, tu vois? Et à un moment, je me disais: «Je trouverai une solution». Je sais pas quoi, il faut que je mette de l'argent de côté et ma mère me le disait souvent, tu vois? «Tu as 5 €, bah, tu peux pas dépenser 6 €. En fait, max, tu dépenses 3 4 €. Et en fait, depuis tout petit, tu vois, elle me disait ça. Donc je pense tous ces petits éléments, c'est vraiment ça qui m'a marqué. Et donc déjà là, j'épargnais énormément et j'étais avocat depuis, 3 ans et demi, 4 ans, un truc comme ça, quand je suis allé à Hong Kong et au bout de 3 ans et demi, 4 ans, j'avais réussi à épargner 100 000 €. Et pourtant, je gagnais, tu vois, j'avais pas un salaire, de ministre, hein. 3 500 €, c'est un bon salaire, mais c'est pas extravagant. C'est pas les salaires qu'on peut croire, tu vois, à Dubaï, il y a des personnes, enfin, j'ai des membres, ils gagnent 10 000 € facile, hein. Donc c'est pour ça, mais en faisant les calculs, après j'avais un petit bonus, tu donc en fait, ces 100 000 € là et là donc ce fameux MBA, je dis: «Non mais non, c'est pas possible, c'est nul» et donc il y a ce fameux déclic avec l'immobilier, donc je commence à m'enseigner et cetera et là, je me dis: «Bon, bah, je vais appeler des agences immobilières». Alors au début, c'est la croix et la bannière, donc c'est-à-dire que tu as un téléphone étranger, donc je savais pas trop comment faire, donc j'ai appelé avec mon téléphone, donc les dépassements, laisse tomber parce que ça coûte très cher. Donc depuis Hong Kong, tu t'es dit: «Je vais investir en immobilier en France» et tu y croyais? Enfin, tu t'es dit: «C'est possible». Ouais, ça c'est un truc et qui est une fois de plus méga ancré en moi. Je crois toujours que tout est possible. Mais je suis sûr, moi je sais que je sais pas, je pourrais même te dire demain, je pense que je suis capable d'aller sur la lune. C'est pas vrai, mais tu vois où je veux en venir. Vraiment, je suis persuadé que tout est possible dans la vie si on s'en donne les moyens. Et franchement, j'ai ça c'est vraiment et ça c'est lié aussi à mon père. Mon père, c'est un énorme bosseur. Tu vois, mon père, c'est, 5 heures du matin, il est, dans le, à l'atelier, je veux dire. Il vient le soir à 19 heures. Enfin, je veux dire, c'est des horaires, de malade, tu vois? Et ça, c'est aussi je l'ai vu, hein, toute ma vie. Mon père énormément bossé. Moi, ça m'a forgé et donc ouais, je me suis dit: «Bah, je vais y aller». Mais en fait, je ne savais pas qu'il y avait des freins. En fait, j'ai commencé assez naïvement. Je ne savais pas qu'en étant, expat, il y avait des freins. Donc j'appelle. Alors oui, il y avait des freins naturels, numéro de téléphone, décalage horaire. Mais ça, tu vois, c'est une question d'organisation. Tu peux le résoudre. Alors oui, tu vas louper peut-être une partie du marché la nuit quand tu dors, machin, mais tu le récupères le lendemain. Enfin, les annonces, tu vois, c'est plutôt un process qu'il faut avoir, donc c'est pas gravissime. Donc je commence à appeler bêtement. Je commence aussi en parallèle à, me renseigner auprès de, bah, de banques, hein, mais je commence par quelques courtiers et alors là, c'est là que commence l'histoire. Donc déjà les agents immobiliers, bon, je suis naïf, tu vois? J'ai une à cet âge-là, j'ai quoi, j'ai approché, ouais, les 29 30 ans. Donc donc voilà et là, j'ai un discours, je sais pas trop bien me présenter. On voit que je suis un petit jeune, tu vois? Donc ça, c'est un petit peu un problème. Donc je vois tout de suite que l'agent immobilier, il est prêt à me bouffer, surtout qu'à cette époque-là, on est rentré dans un marché un peu différent actuellement, mais le marché, enfin, c'était les vendeurs qui faisaient la loi et tout le monde avait, même si c'est 2016-2017, donc le taux d'intérêt commençait à être bas. Tu vois? C'est à partir de 2016, que les taux d'intérêt ont commencé vraiment à baisser. Mais bon, voilà, donc j'appelle, mais les agents immobiliers, ça marche pas trop, mais bon, je me dis: «Je continue à regarder» et puis en parallèle, je commence avec quelques courtiers et je m'en souviens, le premier courtier que j'appelle, c'est un courtier même, je m'en souviens, il était situé à Angers, mais c'est un hasard, tu vois? Je l'appelle, je prends rendez-vous, je le trouve sur internet, je sais même pas comment je l'ai trouvé, hein, enfin, c'est au hasard. Donc je commence à discuter, je décris ma situation, mais je dis pas que j'habite à l'étranger, mais pour moi, c'était pas un problème. Je lui dis: «Bah, est-ce que c'est vraiment» je pensais pas que c'était pertinent, naïvement, tu vois? C'était assez naïf, hein. J'étais très, très naïf et en fait, je dis: «Bah, voilà», j'explique, «Oui, donc vous êtes avocat, OK», il me dit, «OK, vous habitez où?» Je sais plus comment c'est venu. Je lui dis: «Bah, en fait, là, je suis à Hong Kong, mais normalement, dans 1 an, enfin, à peu près, tu vois, je reviendrai à Luxembourg». «Ah oui, donc vous habitez à l'étranger?» «Ah non, mais là» et tout de suite, il m'arrête et tout de suite et ça faisait une demi heure, enfin 20 minutes qu'on parlait, tu vois? Sur les conditions parce qu'entre-temps, c'est un raccourci forcément, mais entre-temps, j'avais quand même beaucoup, étudié, regardé, formé, tu vois? En fait, c'est ça. Donc entre-temps, entre le premier appel parce que les courtiers, je les ai appelés un petit peu après les agences immobilières, mais j'avais quand même commencé à avoir des connaissances, tu vois? Sur, par exemple, différer des petits trucs, tu vois? Et donc là, je lui dis que j'habite à l'étranger et là, bah, en fait, il interrompt, il me coupe et il me dit: «Non, mais ça sera pas possible», je dis et moi je dis: «Mais pourquoi? Quel est le problème?» Parce que au final, je suis français,
j'ai un bon salaire, j'ai épargné ce qui pour moi est une somme et pas que pour moi, mais énormissime. Parce que moi, dans ma famille, comme je dis, on est une famille moyenne, enfin normale, tu vois? On n'a pas ce genre d'argent, tu vois? Même mes parents, ils étaient impressionnés que j'ai gagné autant d'argent, tu vois? Donc et moi je dis: «Bah non, j'ai» et «Non, mais vous habitez à l'étranger, vous êtes non résident, donc» et là il me dit: «Donc c'est pas possible». Donc je réinsiste. En fait, je suis devenu un peu lourd, je pense, et il m'a raccroché au nez. Et là, forcément, je lui dis: «OK, il y a un problème». Et forcément et donc là, bon, je regarde sur internet davantage et cetera et là, je commence à en appeler, 5 ou 6 courtiers, des banques et l'erreur que j'ai faite, ça c'est une petite erreur que j'ai faite, c'est que j'avais un compte en banque en France, mais je l'avais mais au bout de 2 ans, après être parti de la France, je le ferme ou je sais plus, 1 an et demi, tu vois? Je dis: «Non, mais ça me coûte de l'argent, ça me sert à rien». Parce que oui, j'étais tu vois, je me disais: «Bah, ça sert à rien, il faut épargner, machin» et puis, au final, ça coûte pas cher, tu vois? C'est 50 €, enfin, c'est rien du tout par an, mais ou un truc comme ça. Mais je dis: «Bah, ça sert à rien» et en fait, ça, c'était une erreur parce que et je le dis pour tous les expats, c'est-à-dire que dès que tu as un compte en France, garde-le. Tu sais jamais, ça peut t'ouvrir une porte parce qu'en fait, bah, déjà, tu es client. Quand tu es client, c'est beaucoup plus facile de prendre un rendez-vous auprès de la banque que si tu ne l'es pas et d'ailleurs, il y a certaines banques maintenant qui acceptent d'étudier le dossier et de délivrer un crédit immobilier que si tu es déjà client de la banque. Donc ça complexifie beaucoup les choses avec, tu vois, avec cette augmentation de taux d'intérêt qui s'est passée dernièrement, donc plus les règles du Haut Conseil de stabilité financière, plus le fait qu'on soit non-résident, les banques, il y a certaines banques qui veulent qu'on soit déjà client. Donc une erreur que j'ai faite et donc bah, je m'étais grillé au enfin, je m'étais pas grillé, mais je devais tout recommencer auprès des banques. Alors que j'aurais peut-être pu, tu vois, Ouais, ouais. me tourner vers cette banque-là. Donc bref, erreur et puis je continue à étudier et cetera, jusqu'au jour où, donc là, j'ai beaucoup progressé, hein, forcément dans l'immobilier, jusqu'au jour où je parle à un banquier et entre-temps, j'ai beaucoup progressé. Donc j'ai adapté mon discours. Je savais faire exactement ce que je voulais faire dans l'immobilier, presque, tu vois? Qu'est-ce que tu voulais faire du coup? Ça m'intéresse juste avant de qu'est-ce que tu avais en tête? Oh, je me suis dit: «J'allais faire une colocation». Un truc très simple, tu vois? Surtout qu'en 2016, il n'y en avait pas tant que ça. Ça existait, mais c'était le début, on va dire. Et je trouve que moi, j'ai investi dans une ville, enfin dans plusieurs villes, mais dans des villes très patrimoniales. Donc, le prix au mètre carré est très élevé. Enfin très élevé. Tu vois, c'est minimum, 3 000, 4 000 et cetera ou même plus, hein, parfois. Et du coup, il y a pas 10 000 solutions. Dans les villes patrimoniales, tu peux pas faire, du nul, voilà. Enfin sinon tu as du 3-4. Donc, c'était une bonne méthode et puis donc j'ai fait une colocation. J'ai fait une colocation, enfin, c'est ce que j'avais vendu, tu vois? Ouais. Donc j'avais fait une petite étude de marché, j'étais allé, démarcher les banques comme ça et cetera. J'avais pas encore le bien, mais je savais que ça allait tomber. Surtout qu'à l'époque et je regrette parce que j'avais des critères très, très rigoureux et très exigeants envers mes investissements immobiliers. Donc je voulais, par exemple, minimum, grand minimum, 10 ou 11 de rendement brut. Je sais plus, je voulais que des petits immeubles, enfin des appartements ou dans des petits immeubles. Ouais, pour des petites, charges de copro, le truc bien rentable, quoi. Voilà. Mais le problème, c'est que tu vois, quand tu investis dans une grande ville, les immeubles de 20 lots, tu en as, mais c'est pas le plus commun. Ou alors, ça va être en hypercentre. En hypercentre, tu as d'autres problématiques, les problématiques, bâtiments de France et le prix au mètre carré est encore plus élevé en hypercentre, tu vois, en général. Donc voilà. Et j'échange avec un banquier et cetera et là, je comprends certaines astuces. Là, je comprends certaines astuces pour obtenir le prêt immobilier et le banquier, lui, me dit: «Bah, écoutez, si vous faites ça, 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 on peut éventuellement analyser votre dossier». Donc je dis: «OK». Donc là, j'étais plus passé par les courtiers, hein. Juste pour que ça soit clair, en fait, les courtiers, très rapidement, j'en ai fait 5 ou 6, je sais plus et j'ai vu très clairement qu'avec les courtiers, c'était pas possible. Ou alors, elle est là la vraie problématique, c'est que c'était 30 d'apport, enfin, c'était des conditions, vulgairement de merde. Et moi, je ne voulais pas, investir dans ces conditions-là parce que, enfin, c'était pas moi, je me suis c'est ce que je te disais un petit peu plus tôt, c'est que j'ai jamais compris pourquoi nous, Français qui habitons à l'étranger, pourquoi on doit payer plus cher que les autres? Enfin, pourquoi, en fait, pourquoi c'est différent? Et en réalité, d'ailleurs, même aujourd'hui, bon, il y a des petites raisons, mais franchement, elles sont pas extrêmement légitimes. Donc bon, ça, on pourrait aborder ça, plus tard, mais elles sont pas très légitimes et parfois, je vois pas vraiment l'intérêt. Donc voilà et donc bah, je trouve un bien immobilier. Ce banquier-là, j'ai créé une certaine connexion avec lui, enfin avec elle d'ailleurs, c'était une femme. Elle est partie entre-temps à la retraite, que je regrette parce qu'en fait, par la suite, j'ai acquis beaucoup de biens immobiliers, notamment avec cette, banquière-là, mais bon, c'est pas très grave
Et donc, 1 bien je trouve, je lui présente le projet, très sérieux, tu veux un beau dossier et cetera. Je remplis les cases, qu'elle m'avait indiquées et puis je focus totalement mon discours, ça aussi c'est hyper important. Je focus totalement mon discours sur le projet et non pas sur ma personne, tu vois? Et ça c'est, alors c'est un petit truc qui ça peut sembler un petit truc, mais c'est en fait, c'est un grand truc. Moi, je mets pas en valeur ma personne, ce que je faisais avant. Enfin, je le faisais avant. Je disais: «Bon, bah, voilà, bonne situation». Il faut le faire, mais c'est pas le premier truc qui doit venir. Le premier truc, c'est en fait, c'est le projet. Quand tu axes la discussion sur le projet, tu amènes en fait de la crédibilité et en fait, bah, tu amènes une certaine, oui, une solvabilité au projet. Tu dis: «Bah, voilà, le projet il est rentable» et cetera et cetera. Et ça, je pense, c'est beaucoup d'expats font cette erreur-là. Leur projet ne sera pas rentable ou alors pas suffisamment. Donc bref, j'ai investi donc première acquisition, en accéléré, hein, mais après, première acquisition, je te dis ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'intéresse de comprendre parce que tu Ouais, regardais donc des annonces. Donc quand tu dis une ville prestigieuse, j'imagine peut-être le centre de Nantes ou le centre, ouais, moi ma première acquisition, c'est à Nantes. OK, centre-ville de Nantes. Ouais, Ouais, donc prix, supérieur à 3 000 € du mètre, probablement à l'achat et tu te dis tu as tes parents sur place que tu te dis: «Ils vont suivre les travaux»? Enfin, il y a un côté, quelqu'un va faire la visite du bien pour toi? Comment tu t'organises? c'est vrai que j'ai pas abordé ça, mais en fait, je vais aller un peu trop vite, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, je me suis pas posé 10 000 questions quand j'ai voulu investir. Je me suis dit: «Bah, j'investis dans ce quoi je connais, c'est le plus naturel». Je n'étais pas du tout un expert de Nantes parce que même, comme je te disais, j'ai pas vraiment grandi au centre-ville de Nantes. Moi, je suis plus un mec, mi-ville et mi-campagne et petit, mes parents on n'allait pas au centre-ville de Nantes. Mais tu connais, tu vois? Le fait de quand même, avoir grandi dans le coin. Donc moi, c'était le plus naturel et donc je décide d'investir à Nantes, pardon, parce que c'est le plus naturel et parce qu'en effet, bah, j'ai des relais locaux, OK? J'ai, bah, mon père, j'ai mon frère, bon, il était un peu plus jeune à l'époque, mais j'ai ma mère et cetera. Donc je me dis: «Ça va m'aider, forcément, parce que, je peux pas me déplacer, donc je vais échanger avec eux et du coup forcément avant tout le process». C'est vrai que je t'ai fait un énorme raccourci, en fait. Ouais, vas-y, ça m'intéresse de vraiment ce moment du premier, c'est super important. Ouais, en fait, au tout début, j'ai fait beaucoup d'erreurs. C'est-à-dire que, mis à part, les connaissances et cetera, ça, je les ai acquises au fur et à mesure, mais au tout début, ce que je faisais, j'avais un process tout simple, hein. J'allais sur le bon coin, Se Loger, je recevais les alertes. Je vérifiais les bonnes alertes, donc les biens intéressants. Je faisais une liste de ces biens-là et j'envoyais la liste à mon père et en fait, ça a pas tenu 2 jours parce que mon père, il me dit: «Mais écoute, là, tu m'envoies, 15 biens, qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Je vais pas appeler tous les agents immobiliers». Sauf que moi, hors forfait à l'appel, enfin, c'est horrible, tu vois? Et puis, décalage horaire et numéro étranger, plus 852 de mémoire Hong Kong et du coup, bah, arnaque, escroquerie, mais qui c'est? Vous êtes qui monsieur? Enfin, tu vois? Sauf qu'autrefois on avait les smartphones, je crois, mais on n'avait pas où tu vois maintenant désormais ça s'affiche en dessous. Mais là on n'avait pas ça donc Ah ouais, le pays. ouais, le pays, voilà, on n'avait pas donc bref. Donc je fais ça et en fait ça tient 2 jours, je me dis: «En fait c'est n'importe quoi, ça va pas marcher». Donc je recommence et maintenant je décide: «OK». À ce moment-là, je me dis: «OK, il faut que je regarde» et donc je trouve sur internet une application qui est sur internet, qui permet d'avoir un numéro du pays que tu désires. Moi, je prends la France, numéro français et donc forcément, bah, je casse une barrière énorme parce que là, les agents me répondent. Ils ne savent pas que je suis expat parce que c'est ça aussi le truc, hein. «Oui, bonjour, voilà, j'habite à Singapour, je travaille dans la finance, je suis intéressé par ce bien immobilier». Alors c'est pas tout à fait comme ça, mais tu vois, il va poser des questions. OK, Singapour, Dubaï, OK, c'est le loto, tu vois? Il se dit tout de suite: «Ce mec est millionnaire». J'exagère, mais tu vois l'idée et le problème, c'est ça et derrière l'agent immobilier, bah, t'inquiète pas, hein, il va te vendre un produit, donc un bien immobilier qui n'est pas bien, qui n'est pas bon et surtout, enfin, en négo et cetera, ça va être beaucoup plus compliqué parce que forcément, il sait que tu gagnes de l'argent. Donc là, je casse la barrière déjà pour moi, je me crée les opportunités fondamentales parce que sinon je perdais. En fait, j'avais aucune opportunité, enfin quasiment pas, tu vois? Ou alors c'était tout le temps louche. Quand l'agent immobilier déjà qu'ils répondent pas tous, ils sont pas forcément tous, cohérents ou tous même, compétents. Mais déjà si en plus il te dit: «Tu louche», enfin bref. Donc ça m'a beaucoup aidé et puis donc, surtout, bah, maintenant j'ai les alertes et je peux les analyser moi-même en les appelant. Donc voir si au lieu d'avoir, je sais pas, par email, par jour enfin ça a tenu 2 3 jours, j'exagère, mais tu vois, j'envoyais peut-être 10 annonces par jour à mon père pour qu'il les appelle. Mais il m'a dit: «F Fred, je sais pas, mais là, je travaille moi, c'est pas possible, hein». Et c'est vrai que c'était naïf une fois de plus. Mais en fait, voilà, comme je te dis, je viens pas d'une comme, je pense toi, hein, moi je viens pas d'une famille de l'immobilier ou d'investisseurs, rien du tout.
Donc forcément, beaucoup de naïveté par rapport à ça. Donc ça et donc numéro de téléphone, je commence à faire ma propre liste, forcément et là j'appelle. Je me renseigne et donc là, je fais un comment on appelle ça? Je dis souvent, c'est quoi? Bon, je sais plus, je trie en fait. C'est comme un goulot Tu d'étranglement. filtres, ouais, tu Je filtres. filtre. Ouais, j'utilise souvent un autre mot en anglais, mais tu as raison, je filtre et là, bah, forcément, il y a des biens qui sont recalés, il y a des biens qui sont et là, j'arrive d'une liste à 15 à tout simplement, je dis une bêtise, mais quelque chose comme par semaine, peut-être deux trois biens, quelque chose comme ça, tu vois? Donc forcément, beaucoup plus facile, pour mon père, pour aller se déplacer. Premier truc et puis, c'est moi-même qui prends le je lui demande au préalable ses plages de dispo dans la semaine. Parce que ça aussi, en fait, le problème, c'est que avant d'appeler l'agent immobilier, ou juste après enfin, soit juste avant, j'avais les créneaux et ça, c'est l'idéal parce que forcément, je perds pas de temps, surtout si c'est une super bonne affaire. En fait, si c'est une super bonne affaire, j'essaye toujours d'être le premier à visiter. Enfin, c'était ma technique au début. Parce qu'on est dans un marché, tu sais, la négo était compliquée. Donc voilà et j'arrive à le faire plus ou moins et donc bah, mon père va au rendez-vous, il a pu appeler l'agent immobilier. Il me fait son petit retour. La visio à l'époque, en fait, ça n'existait pas vraiment, tu sais, faire des visites en visio, je pense que ça existait, hein, il y avait Skype, tout ça, mais WhatsApp, ça existait certainement, c'était le tout début, hein, je crois. Enfin, je sais plus, mais j'utilisais pas ça et du coup là, bah, forcément, c'est grâce à ça que j'ai pu me positionner sur, des biens rentables. Parce que, sinon, j'aurais dû faire, comme tout le monde, c'est-à-dire appeler moi-même, dire que j'habite dans tel coin, donc on me prend pour un pigeon, ou alors, passer par des agences clés en main et cetera et là, c'est beaucoup trop cher. Donc ça, mon père, suite aux visites, il me fait un petit compte rendu de ce qu'il pense lui, même s'il avait acheté que sa résidence principale. Mais tu vois, il avait des petites connaissances en travaux parce qu'à la base, c'est un ouvrier, mais c'est un serrurier, donc c'est pas du tout le bâtiment, tu vois, standard pour la réno, mais c'est toujours utile, tu vois? Et donc il me fait des petits retours et moi, c'était très clair. Moi, en fait, vu que je voulais une colocation, c'était très simple. Je voulais juste un plan. Une colocation, c'est un aménagement. Si tu as les chiffres qui suivent, c'est juste une question d'aménagement. Donc moi, je regardais avant le rendez-vous, là aussi, je filtrais davantage. À chaque fois, je demandais un plan et donc souvent, parfois, vu que c'est des vieux immeubles, tu as pas de plan. Le DPE, parfois, il était pas fait, et cetera ou tu vois, bref et donc je demandais à l'agent: «Bah, OK, vous pouvez me faire un plan papier ou vous me l'envoyez?» Alors il y en a, ça les saoulait, mais d'autres, ça marchait et donc là, bah, soit j'annulais a posteriori ou tu vois, après la réception du plan ou soit au contraire, je disais à mon père: «Bon, ouais, non, vas-y, c'est con», enfin, je lui disais rien, il y allait tout simplement. En plus, de toute façon, dans les colocations, il y a toujours, combien de chambres? C'est toujours la question. Est-ce que tu peux en avoir la troisième ou la quatrième chambre, et là, c'est toujours la chambre en plus qui fait péter la renta, quoi. C'est ça et en fait, tu as raison. En fait, généralement, d'ailleurs, en général, là, je parle dans des villes patrimoniales, parce que dans les autres villes, ça va être un petit peu différent, dans des villes, bah, à cash flow ou des villes de dysfonctionnement, comme j'aime bien appeler. Bah, en fait, là, ça va être un peu différent. Mais moi, c'est la quatrième chambre qui fait péter c'est la quatrième. Troisième, j'étais à l'autofinancement, mais très limite, tu vois? Généralement. Donc en fait, c'est la quatrième qui me faisait, et donc moi, là, je suis allé hardcore, mais quand je dis hardcore, c'est aménagement et ça, j'ai beaucoup appris de ça. Parce qu'en faisant, le moindre centimètre compte. Même aujourd'hui, même si je fais pas de je fais plus de colocation, depuis un petit moment, mais c'est le moindre centimètre compte dans un aménagement. Je le redis encore, même ma femme et tout, tu vois, elle m'aide pas mal pour la déco. Même c'est elle qui fait toute la déco maintenant de mes biens, enfin de nos biens, parce que parfois on achète à 2 aussi et ça compte énormément. Donc voilà, donc c'est la quatrième chambre qu'on disait. Donc ça, c'est bon. Les travaux, donc je fais une offre, mais j'ai pas la certitude par rapport aux travaux, j'ai une petite fourchette et cetera. Mais avant de signer le compromis, forcément, je fais passer un artisan. Donc en fait, tu sais, tu prends pas de risque finalement, je m'en fiche un peu, j'ai bloqué le bien et dans des villes à forte demande, en fait, tu as qu'un intérêt, c'est bloquer le bien. Même si tu es pas forcément bon, si tu sais que ça vaut pas le coup, ne bloque pas parce que sinon en plus tu te grilles auprès de l'agent immobilier. Donc moi, quand je le bloque, c'est que je sais qu'il y a, je sais pas, 60-70 80 de chances que je le fasse. Et puis avec le temps maintenant je connais très bien les travaux, mais donc voilà. Et puis donc l'artisan me confirme le budget, donc 50 000 € de travaux, un truc comme ça. Au total, ça m'a coûté environ 50 000 €. Donc le budget est juste, tout compris 200 000 € pour 65-67 m², 4 chambres dans 65 m², pas de salon, une cuisine, tu sais, bah, voilà, 2 salles de bain, j'arrive à caser 2 salles de bain. Mais par contre, il y a un parking. Ça, c'est vrai que je l'avais même pas compté et tu vois, je débutais vraiment, je l'avais pas compté dans mon rendement. Mais un parking, le parking typiquement, c'est un parking, je crois de mémoire, je le loue 90 € par mois. Tu vois, c'est pas rien, ça moi, ça me paye les charges,
tu vois? Ça paye les charges, je sais pas moi, peut-être presque électricité de mensuellement. Peut-être pas quand même, mais c'est pas loin. Donc ça, donc la réno, alors la réno par contre, ouais, donc là, j'acquiers le bien, Ouais. je signe le compromis. Alors là, ouais, par contre, j'ai mis un énorme délai. Mais j'ai négocié énormément pour avoir un énorme délai parce que j'avais peur de pas avoir le crédit. Enfin, tu sais, tu sais en fait, il y a une vérité aussi, c'est que même si tu sais jamais avec les banquiers. C'est Ouais. il y a tout le temps un petit truc, les banquiers, j'aime bien dire, c'est en fait à la tête du banquier. C'est incroyable. Lui, du jour au lendemain, il se réveille et parfois il peut te changer. Alors j'exagère, mais ça arrive, hein, franchement d'avoir une mauvaise, surprise parfois et du coup, énorme délai, je retourne voir le banquier avec qui, j'avais eu un accord oral, on va dire et tout fonctionne et là donc bah, là, c'est bingo parce que j'ai mon process d'acquisition, tu vois? J'ai mes petits pro là, je suis pas allé j'aurais pu enfin, il y a peut-être certainement d'autres détails que j'omets, mais j'ai le process d'acquisition. J'ai une personne pour moi qui peut visiter. Alors elle est pas disponible 24/24, mais elle est plutôt arrangeante, donc énorme. J'ai un banquier. Donc et le banquier, oui, juste pour revenir à ça, donc enfin, coût total d'acquisition, frais de notaire, travaux tout compris, 200 000 € et je mets sur la table, j'ai oublié, 1 800 € d'apport. En fait et là, bien, je louais au tout début, je crois, la chambre, 475 €. Donc 475 fois 4 plus le parking, mais le parking il était pas à 90 parce que je l'avais loué tout le temps, il était à 80 €. En fait, j'arrive à du 10. Tu vois? 10 de rendement et je me dis: «Bon, bah, ça s'autofinance». Surtout que c'était des taux d'intérêt bas. Donc en fait, j'ai du Ouais, cash donc à flow. l'époque, tu avais 1 000 € de mensualité là pour 200 000 à l'époque, Ouais, hein? ouais, bah, voilà, j'ai, 990, un truc comme ça Ouais, ouais, c'est ça. et j'ai de loyer au total, je crois que j'avais, je sais plus, enfin tout compris, il faudrait faire les calculs, mais tu vois, j'étais à 2 200-2 100, un truc comme ça. Donc en fait, j'ai un petit cash flow de, allez, 400-500 € par mois en gérant bien parce qu'au niveau des charges, j'ai de la chance, c'est que c'est un immeuble où il y a pas d'ascenseur, j'ai aucune enfin j'ai des charges, mais il y en a pas beaucoup. Et donc top et puis, c'est extra enfin, par contre, en termes de densité, c'est horrible. Moi, je sais que je ne le referai plus du tout. Tu vois, ce genre de colocation, je le déconseille aujourd'hui. Mais ce qui m'a sauvé, c'est 2 facteurs. Il y avait pas beaucoup de colocs à l'époque et deuxième facteur, l'emplacement. En fait, l'emplacement est situé, mais à 3 minutes à pied à côté de la gare. Il y a une gare à Nantes, c'est cette gare-là et donc là, c'est énorme parce qu'en fait, il y a plein de gens qui, travaillent à Saint-Nazaire, mais qui ne veulent pas habiter à Saint-Nazaire. Il y a des gens qui habitent à Cholet ou je ne sais où. Ils ne veulent pas habiter parce que forcément, bon, Nantes, c'est plus sympathique quand tu es un jeune actif et donc c'est ces 2 facteurs qui m'ont sauvé et aujourd'hui, même cette coloc, je l'ai encore et franchement, j'ai quasiment jamais de la vacance locative. Alors que c'est une coloc extrêmement, comme j'aime dire, dense. Enfin, c'est abusif. Mais bon, toujours est-il que, bah, superbe investissement et surtout, ça je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai que ce qui est incroyable quand avant de mettre ce process en place et d'en discuter avec, mon père et cetera, je lui dis mes objectifs. C'est vrai que je t'ai pas dit, mais moi mon objectif en fait, avant de commencer dans l'immobilier, il faut toujours se fixer des objectifs. Mais dans l'immobilier comme, si tu veux faire une session, si tu fais du sport, tu vois, moi enfin, je trouve que ça te motive et surtout tu as un cap. Sinon, et surtout, si tu as pas ça, tu vas pas réussir. Généralement, tu vas abandonner. Ouais, ouais, donc tu tes objectifs, c'était clair. Toi, c'était complément de revenu, sécurité financière. Voilà et je m'étais dit en fait, bon, j'étais allé un peu loin, mais je me dis: «OK, j'ai 4 ans pour en fait me faire plus ou moins un cash flow net de 5 000 €». Ah ouais, tu étais ambitieux, c'est pas mal quand même. Mais oui, parce que et puis après, tu sais, il suffit que tu ailles un peu sur internet, tu deviens vite fait ambitieux sur l'immobilier parce que tu te dis, Bah ouais. «Tout est possible». Donc ouais, 5 000 € et en fait, mon idée, c'était de dire quoi? Aujourd'hui, je gagnais dans les j'ai oublié, tu vois, dans les, 3 500, 4 000. Je me dis: «Bon, j'aurai des enfants, j'aurai une femme plus tard, je serai marié, donc je me dis: «Bon, 5 000 €, j'aurai un train de vie. Si ma femme gagne à peu près, quelque chose de similaire, bah, ça sera suffisant». En fait, ça sera suffisant. Peut-être que j'arriverai pas à 5 000, mais je m'étais dit: «Bah, voilà, je pourrais en profiter» et cetera et donc voilà, c'était vraiment ça et donc j'avais fait un calcul tout simple. 5 000 €, si tu as 10 biens avec un cash flow de 500 € net par mois, c'est 5 000, c'est bon, tu as 5 000 €. Fallait que tu en achètes 10 en 4 ans, quoi. Et voilà, donc voilà, c'était plus ou moins ça. Donc en gros, c'est ça le truc. Donc première acquisition, apport génial, investissement qui est bien. Et la dernière question que j'avais, en termes de suivi des travaux, c'est ton papa qui a pu Ouais, regarder de temps en temps, toutes les une fois par semaine, il passait sur le chantier quand même pour voir que ça avançait ou? ouais. En fait, ce que j'ai fait 2 systèmes, enfin 2 systèmes, parce que mon père, c'est la première fois qu'il faisait ça et d'ailleurs, c'est ce que je voulais dire, excuse-moi, juste un aparté. Mon Ouais, père, quand pardon. il voulait partager mes objectifs, il m'a dit: «Tu sais Frédéric, on ne gagne pas d'argent avec l'immobilier.
Il m'a dit ça, mais pas méchamment, tu sais? Tu sais, c'était, il y croyait pas. Il me disait: «Écoute Fred, je comprends, je vais t'aider à visiter, mais sache que, l'immobilier c'est» ah ouais, «l'immobilier c'est pas fait pour gagner de l'argent». Bah, je vais te dire, 1 an et demi après et même maintenant, il s'est un peu calmé, hein, mais il m'appelait, hein, tout le temps, hein. Enfin, c'était genre, toutes les 3 semaines, «Ouais Fred, j'ai vu ça, j'ai vu» et en fait, c'est à chaque fois des biens qui sont pas rentables, mais c'est pas grave. J'ai essayé de lui expliquer, mais tu sais, il est âgé et cetera et mais bon, il a fait des belles choses de son côté, mais pas dans l'immobilier, ça, au niveau personnel, voilà, je suis très fier de lui. Mais donc pour revenir aux travaux, les travaux, j'ai mis deux systèmes en place. Donc mon père qui devait, passer à minima moi je demandais 1 fois par semaine parce que plus c'est quand même compliqué. Enfin, c'est possible, ça dépend de chacun, mais 1 fois par semaine, donc idéalement milieu de semaine, parce que comme ça il peut voir les artisans. Ils sont pas là, ils sont là et cetera. Il peut échanger avec eux, lui il me contacte, il m'envoie un message, sur WhatsApp ou je ne sais quoi. Voilà. Le week-end s'il peut pas dans la semaine, c'est toujours ça de gagner, tu vois? Tu vois quand même l'avancée, hein, voilà et après j'avais pris un architecte qui était vraiment pas cher pour faire, le suivi de travaux et en fait, surtout, il avait sélectionné toutes les entreprises. J'avais aucun réseau, je m'y connaissais à rien en travaux et ça, je sais qu'aujourd'hui, je le ferai pas forcément comme enfin, je le fais plus comme ça, hein, d'ailleurs. Parce que c'est forcément bon, c'était pas si coûteux. Au final, j'ai dû le payer, pour le suivi des ch tu vois, ça m'a coûté 50 000 €, architecte compris et sa prestation, c'était 5 000 € ou 6 000 €. Ah, il faut Ouais, ça va. relativiser, tu vois? 6 000 Ouais. € pour des travaux à 45 000 et quelques, enfin, au final, j'arrive à une fourchette de 50 000. C'est 10. C'est pas grand-chose, tu vois? Donc il faut relativiser et du coup, les 2 cumulés, ce qui fait que j'ai un architecte que indirectement mon père connaissait parce que voilà, je lui ai dit: «Écoute, tu as pas quelqu'un et tout?» Donc il a demandé à d'autres gens et tout, recommandation. J'ai échangé avec lui, il avait l'air sérieux. Je lui ai fait confiance sur les entreprises et donc après, bah, ça a plutôt bien fonctionné. Alors il y a eu des embrouilles, hein, forcément parce qu'à distance, tu es pas là pour tout voir. Les gens veulent et puis moi, surtout, j'étais pas préparé à ça. Donc en fait, quand tu es à distance et même quand tu es pas à distance, je pense, il faut le maître mot sur les travaux, c'est anticipation. Anticipation sur le plan, le donner le plus tôt possible, anticipation sur les matériaux, anticipation sur la commande de la cuisine, anticipation sur, l'aménagement électrique, enfin sur en fait, il faut le plus tôt possible, tu communiques tout à l'artisan, tu fais même un cahier des charges, et là, lui, il a une ligne directrice, il a plus vraiment d'excuses. Alors et moi, j'avais pas fait ça. Donc tu vois, niveau choix des coloris, peinture, les prises, ça enfin, j'ai tous les fait confiance à l'architecte et à un moment, je vois il m'envoie des plans, je fais: «Ah non, mais ça va pas» et sauf que c'était déjà plus ou moins fait. Donc Ouais, ouais, ouais. beaucoup de naïveté encore. Bon, au final, je m'en suis plutôt bien sorti, hein, ça s'est très bien passé, mais des petites erreurs. Je me souviens, les cabines de douche, ils avaient choisi, j'avais même pas choisi les cabines de douche, tu vois? Enfin, c'était, des vraies douches, mais forcément, tu as le truc là, tu sais, les portes Mais en qui plus, quand tu ouais. Ouais, non, mais je vois, j'imagine une cabine de douche un peu pourrie, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que, en général, en plus, quand tu délègues les travaux, par exemple, à des architectes ou même des maîtres d'œuvre en leur disant: «C'est pour des locataires». «Ah, bah, c'est pour des locataires». Bon, alors donc là, tout de suite, c'est l'excuse pour faire, entre guillemets, un truc un peu, pas ouf, voilà, exact. alors qu'en réalité, toi, justement, tu veux faire bien les choses, j'imagine, Mais pour, évidemment, optimiser tes loyers et quand tu dis: «C'est pour des locataires» à des architectes lambda qui n'ont eux-mêmes pas fait d'investissement locatif, bah, en fait, eux, ils se disent: «Tiens, on va mettre, le truc standard, le truc basique partout» et puis en fait, mais c'est exactement ça. Mais exactement, c'est vrai que ça, je m'en souviens, j'ai eu des longues discussions avec lui sur ça, hein. C'est vrai qu'en fait, on a tendance en plus à oublier, hein, c'est ça qui est ouais, mais tu as raison, il me disait: «Non, mais c'est du locatif» ou et donc les cabines de douche avec des je sais plus, un design de merde avec des fleurs, des trucs, enfin le j'étais là, mais truc qui donne pas envie, tu vois? De ça, mais à l'époque, voilà, on était en 2016-2017, je lui dis: «Mais 2017», mais je lui dis: «Non, mais ça va pas, moi je voulais un truc classique». Même les sèches-serviettes. Ah oui, les sèches-serviettes. Tu sais, il y a des beaux sèches-serviettes de nos jours, enfin depuis longtemps. ouais, ouais. Tu sais, un espèce de grille-pain sèche-serviettes. J'avais Ah jamais ouais. vu ça de ma vie. J'étais: «Ah putain», en fait, il faisait en taille, il fait, 50 centimètres sur 50 centimètres. Donc mais c'était moche, c'était même pas tu pouvais mettre qu'une serviette, hein, tu avais qu'un portant. Bref. Ouais, ouais et donc en gros, maintenant, on a compris comment tu as réussi à faire cette première colocation. Ton plan d'en enchaîner 10 en 4 ans. Donc est-ce que tu as réussi à faire ce plan? Oui, sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, tu progresses dans l'immobilier, tu apprends davantage, tu continues à te former et cetera, même si c'est pas le problème, c'est que c'était pas tellement adapté à moi, tu vois? Au niveau, par exemple, du financement, fiscalité, système de les process à distance et cetera. Mais tu as quand même des bases et après, bah, heureusement, je pense, entre guillemets, je disais, j'étais avocat, tu vois, aussi. Donc ça m'a aidé, par exemple,
pour comprendre les règles fiscales, pour les trucs comme ça, tu vois? C'est vrai que ça tu des notions enfin, j'avais des bonnes notions juridiques, forcément. Donc après, comment ça s'est passé? Bah, j'ai enchaîné direct avec, pour le coup, là, je me suis pas cassé la tête, une deuxième colocation. Ça, c'était donc on est en 2017, OK? OK. En 2007, je fais une acquisition. 2018, j'en fais 2. Je fais une coloc et un appartement avec un grenier qui était pas du tout aménagé. C'était des combles, en fait. Sauf que ça appartenait à l'appartement, tu vois? Et donc ça, je me dis: «Oh, c'est trop bien», donc et c'était, enfin voilà et le prix était hyper intéressant. Donc là, je commence à bah, forcément, j'ai plus de surface habitable parce que je en fait, il y avait une hauteur sous plafond. Alors parfois, c'était pas forcément de la surface habitable et cetera, mais du coup, voilà, j'en ai et ça, je l'ai fait, c'était un bien classique, en soi, en loi Carrez, il doit faire 45 mètres carrés, mais au sol, il fait, 80, tu vois? Ou un truc comme ça. Donc voilà. OK et tu fais une coloc alors? Non, celle-ci, j'en fais pas une coloc, je loue, simplement à un couple, mais j'arrive à avoir, les 9,5-10 de renta, tu vois? Parce Très que bien, ouais. parce que c'est, j'ai acheté au prix d'un 40 mètres carrés, sauf que tu en as au sol, sauf que j'en avais 80 avec le truc, enfin avec le grenier. Donc OK, donc ça c'est la deuxième année, mais après ça allait très vite 2018, en fait. ouais. 3e année, j'ai dû acheter en fait à chaque fois c'est en fait parfois j'ai du mal à m'en souvenir, hein, mais j'ai acheté, je réfléchis, l'année d'après j'ai fait 2 colocs, 2 studios et un appartement. En fait l'année d'après j'en achète 4 ou 5. En fait ça fait vraiment boule de neige. Petit à petit j'ai fait il faut vraiment que je me fasse une chronologie, je me dis aussi, parce que j'ai oublié, mais je double quasiment d'année en année. J'exagère un petit peu. OK et est-ce que, ta stratégie varie ou c'est toujours Oui. ton père qui fait les visites et cetera ou à un moment donné tu changes de format? Non, je change de format parce que, alors pour les visites, pour visiter un bien, c'est mon père, après c'est mon frère. Après, j'utilise à un moment un agent immobilier avec qui je me suis lié, plus ou moins d'amitié, avec qui j'avais acheté quelques biens et lui, ça le dérange pas, il me dit: «Écoute, OK, je te rends service». Donc ça, c'est pour les visites. Pour l'aspect travaux, forcément énormément de progression. Je commence à avoir mon réseau d'artisans, mes équipes. L'architecte, je le prends plus. Donc je fais des petites économies, mais ça vaut toujours le coup. J'anticipe énormément sur les travaux, enfin, là, je fais tout. Voilà, je fais tout carré. Ça, après ouais, donc mes process évoluent. En fait, je deviens beaucoup plus, enfin, indépendant, sauf sur les visites de biens immobiliers où, c'est un peu plus complexe. Mais par contre, ma stratégie évolue. En fait, parce que j'avais remarqué que beaucoup d'agents immobiliers, quand je leur disais que c'était pas moi qui visitais, ils bloquaient. Ils disaient: «Ouais, mais qui me dit que vous allez vouloir le bien? Parce qu'en fait, vous allez pas le visiter vous-même, vous allez faire confiance à votre, frère ou je dis: «Oui, oui, bah, moi, vous savez, je suis habitué à» donc j'argumente, je dis: «Je suis habitué à acheter comme ça. Vous savez, j'habite à l'étranger». Avec le fil du temps, j'ai aussi créé des stratégies de discours. Par moments, je disais la vérité, par moments, je mentais. Je disais que oui, j'allais visiter moi-même et en fait, c'est mon frère qui allait, il savait même pas que c'était, il pensait que mon frère, c'était moi. Ouais, ouais, ouais. En fait et ça m'a parce que des agents immobiliers, dès que je leur disais que j'habitais à l'étranger, même si j'avais ce numéro français, ils bloquaient. Donc je continue à investir et forcément, ce que je veux dire, donc ça, j'ai beaucoup plus d'indépendance, mes process sont beaucoup plus pro, ça, c'est une certitude. Donc il y a ça. Par contre, ma stratégie d'acquisition change énormément. C'est-à-dire que je continue un petit peu à acheter des colocations, hein, ça, c'est sûr. C'était la base, moi. C'était ça, colocation et studio qu'en fait, où j'ai tout le temps créé une chambre, tout le temps, ou un coin nuit. Mais du coup, j'augmentais énormément la valeur, surtout que j'ai en fait, mes biens immobiliers, je les ai achetés généralement, je faisais des entre guillemets «des coups de fusil». Beaucoup de biens, je les ai achetés vraiment en dessous du prix du marché et donc en fait, ça, c'était la base et petit à petit, j'ai commencé à progresser où je suis allé dans d'autres zones, à Nantes certes, mais en périphérie aussi de Nantes. Donc forcément, c'est pas tout à fait les mêmes biens. Tu peux utiliser la colocation, mais en périphérie, plus tu t'éloignes d'un centre-ville, moins tu as de densité de population et plus c'est compliqué. Donc je change et là, je vais vers des biens où, j'essaie par exemple des petites maisons, des apparts même, mais j'atteins le 10-11. Sauf que 10-11 toujours dans des zones à proximité patrimoniale, sans faire de stratégie locative puissante, à savoir, location, meublée, enfin location, saisonnière ou colocation, c'est énorme en fait. Tu vois? Donc Bah, oui. et parce qu'en fait, il y avait soit des travaux, les gens en périphérie, ça les intéressait peut-être pas. Avec le fil du temps, donc je vais vers ça et puis après, il y a la côte aussi. La côte atlantique qui est, tu vois, c'est très porteur, en fait. La Baule, par exemple, c'est très, très porteur. Il y a les Parisiens, ils adorent la Baule. Le prix du mètre carré, il est à 10 000 € facilement. Donc il y a ça. Saint-Nazaire, hyper intéressant. Saint-Nazaire, j'ai pas investi. Je voulais investir avant. Mais du coup, je passe de colocation studio à plus, appartement, maison. Je continue à faire de temps en temps des studios, mais voilà.
Donc ma stratégie évolue. Et tout ça, en fait, alors on va avancer, tout ça tu fais depuis Hong Kong? Entre temps, je suis revenu à Luxembourg, mais en soi, la problématique, c'est la même, tu vois? Parce que la distance, enfin, je ne veux pas faire des allers-retours, tu sais, tu as 1 000 km, hein, Luxembourg, Oui, oui. Loire-Atlantique. Tu as juste le décalage horaire en moins, mais sinon tu as les mêmes problématiques. Pour les banques, c'est quasiment la même chose, enfin, tu es toujours un non-résident, OK? Donc et par la suite, en fait, j'arrive très vite, au bout de j'ai oublié, 3 ans, j'arrive à ou 2 ans et demi, hein, peut-être pas 2 ans et demi, 3 ans, je pense. J'arrive facilement à 1,5 d'encours et donc là, la banque, même passé le 1 million, elle me dit: «Écoutez, là, enfin, ça va être compliqué». Donc là, je dois retourner à la chasse avec une autre banque. Donc mais franchement, j'ai bien enchaîné, j'ai bien trouvé et donc là, après, bah, petit à petit, j'explose et entre temps, c'est ce que je voulais dire. En fait, à un moment, quand tu arrives à moi, quand je suis arrivé à 1 point donc jusqu'à 1,5 million d'encours immobilier, pas de patrimoine, d'encours. C'est pas tout à fait la même chose parce que moi, je sais que mon patrimoine vaut beaucoup plus que mon encours. Ton encours, pour toi, ça veut dire quoi? Encours, c'est Et le l'en la dette que tu as la dessus? dette, voilà, la dette contractée. OK, La dette la dette actuelle. Ouais. Ouais, c'est bien ça, 1,5 million, c'est déjà pas mal. 1,5 million, j'ai dû mettre environ en moyenne 5-6 d'apport. Donc ce qui est pour un non-résident, c'est juste énorme, tu vois? Et au-delà de 1,5 million, là par contre, ils ont commencé à me demander 15 et puis maintenant ils me demandent 20-25. Sauf que, comme j'aime bien le dire, j'ai hacké le game parce qu'en fait, maintenant, j'ai du cash flow, je peux faire de l'arbitrage et cetera et entre temps, mon patrimoine, il a vraiment, en fait, il a vraiment explosé, grâce à ça et j'avais mis une autre stratégie en place, c'est une stratégie d'arbitrage parce qu'en fait, je savais en fait, à partir d'1,5 million, j'ai bien vu que les banques allaient commencer à me demander de l'apport. Sauf que l'argent, tu peux le sortir de 2 manières, soit à travers ton revenu, donc ton épargne, soit à travers, bah, en faisant de l'arbitrage de temps en temps. Donc moi, j'ai fait les 2, sauf que j'ai toujours tenté de mettre le moins de ma poche, forcément mais au bout d'un moment, tu dois le mettre. Mais l'arbitrage, c'est un truc où j'ai vraiment développé, donc c'est-à-dire que j'achète pas tous les ans, mais généralement, j'essaye d'acheter un bien que je vais garder 2-3 ans, mais je sais que je vais le revendre. Je sais que normalement, ce bien-là, je dois le vendre. C'est un bien volontairement pour le vendre. Pourquoi? Parce que c'est un bien qui est acheté à un très bon prix, un bien que je vais beaucoup valoriser et je le structure d'une manière où, bon, bah, je veux le revendre. Et du coup, je vais me choper une belle plus-value, 50-100 000 euros. Parfois même, ça m'est arrivé de faire une plus grosse plus-value encore que dans les 200-300 000 euros. Tu vois, j'ai des énormes plus-values parfois. Alors, c'est pas devenu mon passe-temps. Enfin, c'est en parallèle et franchement, ce truc-là, ça marche énormément bien. Ça, plus cumulé au fait que quand tu vas voir la banque et c'est ce que je t'avais dit, je crois, une fois. Moi, en fait, si tu veux, mon encours, ma dette, mes biens, par exemple, il y a un an, je dis une bêtise, bah, je prends un exemple. J'ai un bien, je dois avoir 140 000 euros de dette, mais il a une valeur de 275 000 euros. Bah, quand je vais voir la banque, c'est rassurant parce qu'ils disent: «Ah bah, il y a 50 environ». Allez, moi, ça fait 7-8 ans maintenant. Donc ils sont rassurés. Alors je dis pas que ça fait toute la différence, mais ça aide. D'où l'importance d'acheter soit en dessous du prix du marché ou soit de le valoriser de manière à ce que ton produit, final, ton appartement final soit en dessous du prix du marché, tu vois? Et c'est ça qui a fait la différence. Et donc on arrive à la conclusion certainement, enfin il y a plein de trucs qu'on a passés, mais c'est normal. Donc aujourd'hui, pour être, clair, j'ai une dette de 3,1 ou 2 et mon patrimoine forcément a une valeur plus enfin forcément, non, c'est pas forcément, mais qui a une valeur beaucoup plus grande. Je dois être entre, à 5,5-5,6. Alors pourquoi c'est très val parce que je suis dans des zones très patrimoniales, donc le prix du mètre carré est très haut, tu vois? Très facilement. Donc forcément, si j'avais investi à Saint-Étienne, à Mulhouse, pour avoir un patrimoine de 5 entre 5 et 6 millions d'euros, faut y aller parce que le prix du mètre carré, il est à, je sais pas moi, il est à 1 300, 1 400, 1 700. Donc faut y aller. Sauf que moi, mon prix du mètre carré, il est à 3 000 euros, voire même parfois, il va, comme je te dis, il va être à 7 000, 8 000 euros. Donc forcément, tu vois, quand je vais dans des zones à 7 000, 8 000, 10 000 euros ou même 5 000 6 000 euros, j'ai pas du tout la même stratégie. Donc là, ça va être une stratégie, bah, typiquement, stratégie d'arbitrage, c'est génial, parce que des zones très prisées, tu vois, donc qui, en appréciation dans le temps, c'est énorme. Si tu trouves un bien en dessous du prix du marché, tes travaux vont coûter plus ou moins la même chose, en fait. Tes travaux à Nantes, plutôt qu'à, je sais pas moi, à La Baule ou je ne sais où, ou même en périphérie de Nantes, c'est les mêmes prix, tu vois? Et donc, en fait, ta marge, elle est largement supérieure. Le seul point négatif, en effet, c'est ton rendement locatif, mais il y a moyen de le booster, tu vois? Tu peux faire un peu, moi, je fais de la location courte durée de temps en temps, tu vois? Donc dans ces zones-là et tu arrives à t'autofinancer, donc ça passe, en fait. Et après avec le temps, tu finis par diversifier. C'est pareil, tu vois, il y en a, ils étaient partis totalement stratégie cash flow et puis maintenant ils vont dans les stratégies plus patrimoniales et moi, donc voilà, quoi. OK, donc franchement, parcours mais hyper inspirant. On pourrait aller encore plus dans le détail et encore plus loin. Ouais.
Mais c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit: «On se réserve éventuellement un deuxième épisode où on va Avec encore plaisir. plus loin pour les expatriés». À la limite, ce que je peux vous dire là, les auditeurs, c'est que toutes les personnes qui ont des questions à poser à Frédéric, vous m'envoyez un message sur Instagram pour que je les garde pour le deuxième Ouais, épisode. tu raison. Comme ça, on va récolter un petit peu des questions que les expats se posent et on va faire un petit épisode un peu plus peut-être interactif avec les questions, des expats qui Ouais, ça serait intéressant. pourraient faire un truc un peu comme ça. Donc, merci beaucoup en tout cas Frédéric pour ta venue et tout ce que tu nous as dit. Franchement, c'était pépite, notamment, le numéro de téléphone français, faire passer ton frère pour toi, enfin bref, je trouvais ça génial. Ouais. Ce que pour les personnes qui t'apprécient ou peut-être les personnes qui sont tout simplement expatriées et puis qui ont envie d'être accompagnées par quelqu'un qui s'y connaît dans leur situation, bah, comment est-ce qu'ils peuvent prendre contact avec toi? Ou est-ce qu'ils peuvent suivre aussi peut-être du contenu que tu crées sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu peux rapidement, dire où on peut te retrouver? Donc très rapidement, il suffit de taper IMO pour expat tout en attaché. Donc je suis sur, Instagram, YouTube, Facebook, LinkedIn, TikTok, même si j'y vais pas souvent sur TikTok, j'y vais jamais en fait. Mais donc, il suffit et puis, le mieux c'est d'aller sur Instagram ou LinkedIn ou YouTube. Mais après c'est vrai que les autres réseaux, je suis pas très, très présent. C'est déjà pas mal 3 beaux réseaux, hein. Je mettrai les liens dans la description du podcast, comme ça les personnes, elles ont juste à aller cliquer, pour aller voir et pour aller te suivre, Avec plaisir. Avec plaisir, je te remercie encore. J'ai hâte qu'on discute davantage, et puis, je te remercie aussi, hein, une fois de plus et donc, bah, à très bientôt alors. Ouais, on va se refaire un épisode spécial expat que je vais un petit peu plus préparer. Je vais essayer de récolter des questions. Ça va être intéressant. Bah, merci beaucoup Fred et puis, bah, à une prochaine. Salut, salut.